Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le format que j'ai sobrement appelé Pokémonologie. Dans ces vidéos, j'irai explorer avec vous les origines diverses, étymologiques, scientifiques ou même simplement anecdotiques de différents Pokémon. Mais trêve de blabla et entrons dans le vif du sujet. Bon, allons voir la nouvelle maison de Lucie. Ah, bonjour Lucie. Bonjour professeur, alors, vous aimez mon nouveau chez moi? Ouais, c'est rustique on va dire. Même s'il y a une machine à laver et une tondeuse. Enfin bon. Oui, faille spatio-temporelle, tout ça. Bref, on a du boulot aujourd'hui. Oui, et je vous emmène direct dans la première zone, découvrir notre tout premier Pokémon plante qui n'est autre que Roselia. D'accord. Alors commençons. Et parlons de Roselia. Roselia est donc un Pokémon de 3ème génération, avec le type plutôt classique, plante, poison. Roselia est un petit Pokémon bipède ressemblant à une rose. Ça s'invente pas, hein. Et il est le seul de la 3ème génération. Et je veux dire par seul que sa sous-évolution Rose Bouton et son évolution Rose Rad n'arriveront eux qu'en 4ème génération. Son nom est le même dans toutes les langues, avec une connotation assez française. Et vous verrez plus tard que c'est assez prononcé et logique. Roselia donc vient évidemment de Rose, et le Hélia viendrait de Azalée et de Hélios. En allant un petit peu plus loin, Azalée, ou rhododendron, c'est la même signification, veut en grec ancien littéralement dire arbre à fleurs. On reconnaît bien Roselia à cette traduction. Et Hélios en grec ancien veut dire soleil, voire même le dieu soleil, ce qui nous amène à sa petite évolution, Rose Bouton, qui lui est arrivé en 4ème génération, et fait partie de cette grande famille des bébés Pokémon. Il est aussi de type plante-poison. Il représente littéralement un bouton de rose qui évoluera seulement dans le cas où toutes les conditions seront optimales. Dans le jeu, il faut lui monter le bonheur et lui faire passer un niveau de jour. Le bonheur représente donc l'épanouissement du Pokémon et le jour simplement le soleil, qui permettra au petit bourgeon d'éclore en une magnifique rose. Étymologiquement parlant, la traduction française est simplement un bouton de rose à l'envers, avec le S qui devient un Z, sinon ça fait rose bouton. En anglais, ça donne Budew, avec Bud qui veut dire bouton et Dew qui est la rosée. Ok, pourquoi pas. Et le japonais est encore plus simple, avec Tsubomi, qui vient de Tsubomi, qui veut littéralement dire un bouton. Pour évoluer en Roserad, Roselia a besoin d'être en contact avec une pierre éclat. Il garde bien entendu son type plante-poison et est catégorisé par le Pokédex comme étant le Pokémon bouquet. Et vous allez voir que le Pokémon est une petite pépite en termes de Pokémonologie. Pour commencer, Roserad se dit de la même manière dans toutes les langues, même si le japonais a un côté plutôt classe. Roseredo, On retrouve bien évidemment la rose, avec le suffixe rad, auquel nous pourrions y donner deux sens. Le premier viendrait de mascarade, qui voudrait évoquer le loup que porte Roserad, le loup étant le nom donné au masque que l'on porte lors des bals masqués. Mais le rad viendrait aussi de parade, que Poképédia nous explique sous le sens de se pavaner. Mais pour moi, le parade me fait plus penser au côté KPDP que le Pokémon revêt avec une certaine classe. Et là, j'aimerais qu'on revienne sur le côté inspiration française avec ses différents points. Premièrement, dans toutes les langues, Roselia et Roserad s'écrivent de la même façon avec une connotation clairement française. Deuxièmement, le côté escrime de Roserad est très clairement un des plus gros clichés français dans le monde. Et troisièmement, vous allez pas me dire que les couleurs bleu, blanc, rouge de Roserad sont une coïncidence? Je ne pense pas. Dans tous les cas, les références françaises ont donné à ce Pokémon une classe folle. Bien, passons aux petites anecdotes. Et commençons par la numéro 1, et parlons Pokédex. La plupart de ces descriptions nous indiquent qu'il se déplace avec la grâce d'un danseur. Mais tout ramène toujours au fait que le Pokémon soit très violent. Dans Pokémon Légende Arceus, les fleurs de ses bras cachent des fouets ornés d'épines imprégnées d'un venin toxique. Gracieux, mais sans pitié, il accule ses proies et les achève avec ses fouets. Et dans Pokémon Bouclier, sa main gauche administre un poison lent, et la droite un poison foudroyant. Les deux peuvent être fatales. Une belle métaphore de la rose en général et de ce qu'elle a pour habitude de représenter. Elle est belle, mais doit être maniée avec prudence. Anecdote numéro 2. Avec Roserad, on va introduire une notion plutôt présente dans les jeux Pokémon, les différences entre les genres. La cape de Roserad femelle est plus longue que celle du mâle. Aucune idée de si ça a une signification ou pas. Et pour conclure, Roserad est encore une preuve que les chara-designers de Pokémon vont quasiment toujours dans les détails pour l'élaboration d'un Pokémon, et ne s'arrêtent généralement plus à de simples copies du monde réel. Très intéressant ce premier sujet professeur. Je ne m'attendais pas autant de la part d'une simple rose. Oui, et là est tout l'intérêt des Pokémonologies. Au fait professeur, quand vous dites que les chara-designers ne s'arrêtent plus à de simples copies du monde réel, à quoi est-ce que vous faites allusion? Eh bien pas tous, mais beaucoup de Pokémon de la première génération ne sont pas autant recherchés que les Pokémon plus récents.
Même si l'Oclas en est l'exemple contraire, comme je l'explique dans le premier épisode de Pokémonologie que je vous conseille d'aller regarder. Pas mal celle-là. Merci. Bref, donc partons en quête de ces Pokémon de la première génération. Oh, et j'en ai un tout trouvé qui ravira les nostalgiques, je pense. Parfait. Parlons donc de Rhinophéros et de Rhinocorn. Cette famille est donc composée de 3 Pokémon. Oui, 3. Rhinocorn, Rhinophéros, et la 4ème génération, encore elle, nous a amené Rhinastock. Et comme dirait un ancien sage, Rhinastock, ou comment faire encore plus sauvage et bourrin qu'un Pokémon déjà éminemment sauvage et bourrin. ils sont tous les 3 de type roche-sol, et sont tous bien entendu inspirés d'un rhinocéros, et on peut essayer d'en dire un peu plus en disant que Rhinocorn ressemble beaucoup à un rhinocéros indien. Rhinocorn est le seul des 3 à se déplacer sur 4 pattes. Il est réputé pour être un Pokémon très coriace, mais pas très malin. La plupart des descriptions du Pokédex nous expliquent que quand ce Pokémon se met à charger droit devant lui, il est quasiment incapable de tourner, détruisant tout sur son passage, littéralement tout, même les immeubles, et apparemment ne s'arrêterait qu'après s'être épuisé. Pas facile pour le dresseur débutante qui demande à son Rhinocorn d'attaquer charge. Étymologiquement, Rhinocorn en français est assez évident. C'est un rhinocéros cornu. Ce qui est un sacré pléonasme, je crois. L'anglais, l'allemand et le japonais ont exactement la même inspiration avec un préfixe de rhinocéros et un suffixe corn. En évoluant en rhinophéros, il se redresse sur ses 2 pattes arrière. Le Pokédex de Pokémon Let's Go nous explique même que c'est dû au développement de son intelligence durant l'évolution. Peut-être qu'il arrêtera de courir tout droit ? La corne sur son museau est un peu plus prononcée et ressemble même à une foreuse, d'où son titre de Pokémon perceur. Il est même dit que la corne de Rhinophéros peut casser du diamant brut. En français, encore une fois c'est assez évident, mais dirigeons-nous vers l'anglais et le japonais qui eux ont une toute autre inspiration. Le japonais donc, サイドン、 Sai veut dire rhinocéros et Don viendrait de la traduction de seigneur en espagnol, ce qui nous donne seigneur des rhinocéros, et ça c'est cool. Mais en tapant bêtement la traduction de Don dans Google Trad, on m'a donné... enfilé. Je sais pas quoi faire de cette info, mais je vous la donne. Et en anglais, même concept avec Raiden, Pour évoluer en Rhinastock, Rhinophéros a besoin de l'objet protecteur. Avant, il fallait que le Pokémon porte l'item durant un échange. Mais depuis Pokémon Légende Arceus, le simple contact avec sert à déclencher le processus. Les plaques oranges rappellent bien le protecteur, et il obtient une sorte de boulet au bout de la queue, comme les ankylosaures. Ok, pourquoi pas. Il garde cependant toujours cette identité de Pokémon perceur. En français, Rhinastock est la simple contraction de rhinocéros et de mastoc. En anglais, Rhyperior, nous avons donc rhinocéros et supérieur, et le Jap nous donne, ドサイドン、 avec サイドン、 comme le précédent, auquel on y ajoute le préfixe do, qui veut dire sol en français. Bon, passons aux petites anecdotes maintenant. Dans l'épisode numéro 1, j'ai parlé des 3 premiers Pokémon à jamais avoir été créés. Eh bien figurez-vous que Rhinophéros est littéralement le premier Pokémon à avoir été créé. De base, il a été conceptualisé pour aider le dresseur à bouger ou détruire des objets lourds comme des rochers. Mais je pense qu'il a été remplacé par les capacités spéciales Force et Éclatroc. Anecdote numéro 2. Dans les arènes des jeux de la première et de la 4ème génération, à l'entrée, ce sont des statues de Rhinophéros, très certainement un hommage au premier Pokémon jamais imaginé. Voilà qui conclut le Pokémonologie sur la famille du plus vieux de tous les Pokémon. Des Pokémon classiques à l'inspiration basique, mais qui restent toujours aussi appréciés. Bon, on va tout de même pas s'arrêter là. Bah non. En plus, nous avons 2 Pokémon d'ancienne génération qui ont une nouvelle évolution lors de la 4ème génération. Oui, effectivement, la 4ème génération nous a amené énormément de nouvelles évolutions. Et si pour le dernier Pokémon de cette vidéo, nous en prenions encore un ? Oh, alors il en faut un mythique. Le genre qui pourrait être la mascotte de sa génération. Ah, je crois savoir où tu veux aller, n'est-ce pas ? Un petit œuf qui ne demande qu'à procurer du bonheur autour de lui. Oui, tu as raison. Parlons de ce petit Pokémon, mais pas des moindres, Togepi. La famille de Togepi est constituée de 3 Pokémon, le tout petit, naïf et insouciant Togepi, qui à l'époque avait le type normal, et son évolution Togetic, qui lui obtenait le type vol grâce à ses toutes petites ailes qu'il a obtenues en évoluant. Ils font tous les deux partie de la 2ème génération, mais ils ont obtenu une dernière évolution, Togekiss, à l'arrivée, je vous le donne dans le mille, de la 4ème génération. Petit changement par contre, avec l'arrivée de la 6ème génération, ils remplacèrent leur type normal par le tout nouveau à l'époque, type fée. Cette famille fait partie du petit cercle de Pokémon qui ont le même nom dans toutes les langues. C'est un cas récurrent chez les Pokémon légendaires, les Pokémon à inspiration comme Roselia, ou encore ceux pouvant avoir un petit côté mascotte. Mais pour son cas, l'étymologie ne nous permettra pas d'en apprendre beaucoup plus, mais aura quand même du sens un peu plus tard.
Toute la famille a le même préfixe japonais, toge, qui signifie épine, éclat ou morceau. Et ensuite on vient y ajouter à chacun d'eux un suffixe. Le pi de Togepi viendrait de Pio Pio, qui est littéralement un petit piaillement d'un oiseau. Togetic est le seul à être un petit peu particulier. Il est lui-même dérivé de Togechik, qui est sa version japonaise. Et le chik de Togechik veut littéralement dire poussin en anglais. Le kiss de Togekiss est assez évident, c'est bien entendu embrasser en anglais. Je dois bien avouer qu'on peut pas en tirer grand chose juste avec ça. Alors il va falloir aller chercher un petit peu plus loin pour comprendre ce que signifie vraiment cette famille dans l'univers de Pokémon. Pour commencer, regardons du côté des évolutions. Et pour évoluer en Togetic, Togepi a besoin de quelque chose que nous avons déjà évoqué plus tôt, le bonheur. Et il faut qu'il prenne un niveau en soyant heureux. Ok. Ensuite, pour obtenir Togekiss, Togetic a besoin d'être en contact avec une pierre éclat. J'ai comme une impression de déjà vu. Mais bon là, on n'a pas de bourgeon qui fleurit ou quoi que ce soit. Continuons les inspections et tournons-nous vers le Pokédex. Déjà, Togepi et Togetic sont appelés comme les Pokémon bonheur, et Togekiss comme étant le Pokémon célébration. Ok, allons un peu plus loin. Dans la plupart des descriptions, il est dit que Togepi est un Pokémon qui stocke la joie et le bonheur de son entourage dans sa coquille, et que s'il est bien traité, et donc heureux, alors il portera chance à son entourage. Togetic, lui aussi, il est dit qu'il porte chance, et il est souvent dit qu'il apparaît qu'aux gens ayant le cœur pur. Il tomberait même en dépression s'il n'est pas en compagnie de gens sympathiques. Mais surtout, il comblerait de bonheur le dresseur en qui il a confiance. Togekiss est lui un Pokémon extrêmement empathique. Le Pokédex nous dit qu'il ne se montre jamais en temps de guerre et de conflit, et qu'il apprécie les gens qui respectent les autres. Dernier point, à quoi ressemble physiquement cette famille ? Togepi ressemble à un petit œuf qui n'a pas fini d'éclore, Togetic a un poussin croisé avec une fée, et Togekiss a une colombe les ailes déployées. Voilà, je dois avoir tout ce qu'il me faut. Togepi est donc le stade d'éclosion, un bébé Pokémon qui se gorge du bonheur et de la joie autour de lui. C'est littéralement un éclat de bonheur. Et en ayant suffisamment acquis, il évolue en Togetic, qui est le poussin qui a complètement éclos et qui libère le bonheur autour de lui, mais en est toujours dépendant, comme s'il se nourrissait encore pour grandir. Une sorte d'enfant Pokémon du bonheur. En contact d'une pierre éclat, il devient une colombe, symbole de paix et d'espérance dans la Bible, et même symbole d'amour et d'empathie dans d'autres croyances. Ils sont en quelque sorte la personnification de la joie et du bonheur dans Pokémon, de ce que représente la relation entre un Pokémon et son dresseur, et de la joie qu'ils partagent en évoluant ensemble, en grandissant ensemble. Pour finir, je n'ai pas d'anecdote et l'épisode est déjà bien assez long, mais j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. La famille de Togepi fait partie d'une des théories les plus plausibles de tout l'univers Pokémon à mon sens. Elle expliquerait que le Togepi descendrait de Latios et de Latias, permettant de répandre du bonheur à travers le monde. Je mets dans la description des vidéos qui pourraient vous en dire plus à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Lucie de l'avoir réalisée avec moi. Oh mais de rien professeur. Au fait, vous avez bossé la fin de vidéo ? Tout à fait. Et d'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Laissez le petit pouce vers le haut, ça motive beaucoup. Et si des Pokémon vous intriguent, laissez-les dans les commentaires, j'irai m'en inspirer. Et allez voir le professeur sur ses réseaux sociaux, Insta, Twitter et maintenant TikTok. Et suivez le professeur sur Twitch où il ne fait pas que du Pokémon. Et surtout, restez curieux et ouverts. À la prochaine. Au fait, professeur, pour mon salaire... Bye tout le monde!